Donc voilà, là on a un cas d'une ruche qui est touchée par une intoxication aux produits phytosanitaires. Les abeilles ne meurent pas devant les ruches, les butineuses, elles vont mourir au champ. Elles se tuent à la tâche. Là, elles ont été tuées par autre chose. Alors les signes, ce sont ceux-ci. On a des abeilles qui sont en train d'agoniser par terre devant la ruche, là, celle-ci, là. Voilà, les ailes tremblantes, elles sont toutes tremblantes. Il y en a d'autres, là, voilà, celle-ci. Voilà, donc c'est voilà, des abeilles tremblantes comme ça, et puis qui deviennent sombres, qui sont voilà, qui n'ont plus la couleur, qui ont l'arrière très noir là comme ça. Ça c'est typique. Et généralement, on a la même ici là, devant la ruche, et on va voir. Voilà, il y en a qui voilà, elles se font foutre dehors par les autres qui sont encore à peu près en bonne santé, parce qu'elles arrivent à détecter. Voilà, oups, je sais pas où elle est. Elles arrivent à détecter les abeilles qui sont touchées par des produits toxiques pour la colonie, quoi. Donc on voit bien par-dessus le beau tapis d'abeilles mortes devant la ruche. Et du coup, si on regarde dans la hausse, il n'y a personne. Bah, c'est normal parce que toutes celles qui devraient être dans la hausse, elles sont par terre devant. Salut, c'est Julien, votre apiculteur. Bon, moi je commence cet épisode avec des images un petit peu tristounettes, un petit peu choquantes. Hein. C'est vrai que je pense que si on avait des vidéos avec des vaches, des chèvres ou des moutons qui agoniseraient les quatre pattes en l'air devant les écuries, les étables et les bergeries de France, là ça ferait un autre tapage. Donc voilà, mais bon, on n'est que les minoritaires représentants d'un insignifiant petit insecte. Donc on est là, on continue à subir. Donc là j'ai déplacé le rucher pour ne plus subir voilà, ce genre de désagrément. Mais bon, on va repartir de l'avant et aujourd'hui nous allons aller voir Marc. Marc qui est éleveur de brebis laitières. Voilà, et avec lui je vais l'emmener faire des essaims artificiels parce que je suis dans une période où je fais beaucoup d'élevage. Là en ce moment je crée des nouveaux essaims. Et justement on va parler de l'élevage et des pesticides parce que nous allons voir que eh ben, ces deux choses-là sont intimement liées. Allez, c'est parti, on va voir Marc. Marc qui passe en bio. Hey. Voilà, donc je suis avec Marc et c'est même Marc qui est venu à moi hein, parce que j'ai un peu de terrain, un peu de champ autour de la miellerie, donc du coup il m'a amené quelques moutons. Ça m'occupera un peu plus. Ouais, ça voilà. t'évitera de passer la tondeuse. Tout à fait. Donc Marc va se présenter, il va vous présenter sa ferme. Donc Marc, je travaille donc avec ma femme Emmanuelle. Donc nous on est producteurs de fromage de brebis. On a une ferme d'à peu près une cinquantaine d'hectares. Donc le troupeau, on a à peu près, suivant les périodes de l'année, entre 80 et 90 brebis à la traite.
plus les bêtes de renouvellement. On a aussi une quinzaine de vaches allaitantes. Donc moi je m'occupe plus de la partie troupeau et des cultures. Ma femme fait plus la partie fromagerie. Et en culture, justement, tu fais quoi? Donc en culture, on fait principalement de l'herbe. Donc on a une partie qui est en prairie naturelle, donc c'est des terrains qui ne changent pas d'une année à l'autre. Après on a une rotation avec prairie artificielle. Souvent on fait une année de blé ou d'orge, et puis une année de maïs, souvent on fait une rotation comme ça. Bien que les rotations vont changer là du coup avec un peu les changements de système de l'exploitation. Ouais. Voilà, donc en fromage, eh ben, on fait tout ce qui est yaourt, lactique, Arrête de monter tes Tom. discotos à tout le monde là. et puis voilà, puis on commercialise Beaucoup en vente directe. ouais, beaucoup en vente directe, sur des magasins de producteurs, sur des marchés, et puis à des crémiers ou à des restaurateurs. D'accord, super. Donc j'ai invité Marc à aller visiter les ruches parce que en ce moment je fais beaucoup d'élevage. Donc toi aussi tu fais de l'élevage, mais Ouais. voilà, moi c'est une période très très propice pour faire de l'élevage. Donc je voudrais bien te montrer ça. Et puis on va parler du coup aujourd'hui pesticides avec toi. Mais j'avoue que, et donc du coup en parlant élevage et pesticides, on va parler du lien qu'il y a entre les deux. Mais j'avoue que bon, je vais pas trop au carton avec Marc sur les pesticides parce que donc avec sa femme, ils vont convertir la ferme en agriculture biologique. Donc on va parler de ça et puis voilà. Oui. Je t'emmène voir les ruches? Eh ben allez, on y va. C'est parti. En fait, je voulais juste expliquer avant qu'on y aille le mode de reproduction naturel de l'abeille. En fait, c'est pas comme toi et moi ou tes agnelles et le bélier. Ouais. C'est pas deux êtres Un mâle et qui une font, femelle qui se rencontrent. ouais, malheureusement. Enfin, alors, la reine, quand elle se fait féconder, on en parlera après, elle rencontre une quinzaine de mâles. Je vous laisse en déduire la nature de la demoiselle. relation. Mais bon, les 15, ils crèvent à la fin, donc voilà. Et elle garde tous les petits souvenirs en elle. C'est vraiment spécifique comme mode de reproduction. Donc en fait, l'abeille, pour se reproduire, là dans les ruches, c'est des colonies. En fait, les colonies, on dit que c'est des méta-organismes. C'est un peu comme, si tu veux, une cellule de ton corps humain. C'est-à-dire que pour se reproduire, elle se divise en deux. D'accord. Donc là, on est fin avril, j'ai déjà quelques ruches qui ont essaimé de manière naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, de manière naturelle, l'abeille, pour se reproduire, pour perpétuer les populations, il y a la reine qui est dans une ruche qui s'en va avec une partie des abeilles. C'est ça les essaims qu'on voit pendus dans les arbres des fois, je ne sais pas si on a déjà vu. Oui, oui. Donc voilà Marc, je désespérais de te montrer un essaim pendu dans un arbre. Eh bien en voici un qui vient justement d'essaimer devant moi pour me narguer. Ça, nous on cherche à l'éviter. Donc la reine sort avec une partie des abeilles pour aller fonder une autre colonie ailleurs. Et dans la ruche d'origine, elle laisse une partie des abeilles, donc le couvain qui sont les larves, enfin les œufs, les larves ou les nymphes qui vont naître. Oui. Et donc dans la ruche d'origine, les abeilles prennent un œuf, une larve lambda, enfin même plusieurs. Elles y gavent de gelée royale 10 fois plus qu'une larve normale. Quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est ce surplus de nourrissement à la gelée royale qui fait que cette abeille-là devient plus grosse, développe ses parties génitales et devient une reine. Okay. Voilà. Et cette reine-là qui est dans la ruche, donc qui reste, il faut qu'elle sorte une dizaine de jours, 5-10 jours plus tard après sa naissance, pour se faire féconder, donc en vol par 10, 15, 20 mâles différents. Elle revient, ses organes génitaux maturent et après elle se met à pondre. Okay. Mais pour nous, ça, donc en fait, ce que je fais là, c'est parce que nous, on ne s'amuse pas à laisser essaimer les ruches et à attraper tous les essaims qu'il y a dans les arbres. Ouais, pour les remettre dans les ruches. On passerait la vie des rats, quoi. Et puis ce serait complètement, économiquement, pas rentable, même pas viable. Donc en fait, je le fais de manière artificielle. D'accord. C'est-à-dire que je prélève des abeilles dans des ruches pour devancer ce phénomène-là. Je le mets dans des petites ruchettes qu'on a derrière nous qui sont sur la remorque là. Ça tourne un peu autour là. Pour faire de l'élevage. Donc c'est ça que je vais te montrer aujourd'hui. C'est ça que tu essayes d'amplifier, enfin de faire de manière
artificielle. C'est ça. Mm. Voilà. On va voir. On va voir. Allez. Donc du coup, je vais pas tout réexpliquer comme j'ai montré à l'épisode précédent, parce Oui, que ça fait pour beaucoup les de gens, ça va rappels. faire, pour vous, ça va faire beaucoup de redites, mais je vais te le faire en bref. Donc en fait, comme là, la reine, en fait, elle pond de manière exponentielle avec la durée du jour qui s'allonge, et puis aussi les floraisons qui sont abondantes et qui lui signifient qu'elle faut qu'elle ponde. Mhm. À un moment donné, la maison, elle va être trop petite. Oui. Et vu que nous, notre maison, elle n'est pas extensible, là, on est au maximum. Mais en bas, il faut qu'elle ait de la place, la reine, pour pouvoir continuer à pondre, parce qu'à un moment donné, c'est engorgé. Et c'est ça qui déclenche l'essaimage, Ok. naturel. Ouais. Donc moi, ce que je fais là, je prends 2 cadres de couvain avec les abeilles dessus pour faire mes essaims artificiels. Ok. Et pour ça, il faut que je trouve la reine. Alors Donc, c'est faut quoi que ta technique pour trouver la reine rapidement ou ça se voit Alors, vraiment, ça se ouais, alors yeux, moi j'ai l'habitude, j'ai l'œil Oui. qui s'exerce. Bon, alors je dis ça, si ça se trouve, je vais mettre 3 heures pour la trouver. Donc je regarde, quand je regarde, je fais comme ça, je regarde un coup d'œil, tac tac tac, je tourne à la verticale. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de repérer mon point de couleur, puisque la reine, je lui marque un point de couleur Oui. pour la repérer beaucoup plus facilement, parce qu'elle est plus grosse que les ouvrières. Je regarde l'ensemble un gros coup, si elle me saute aux yeux, hop, c'est bon, je l'ai trouvé. Sinon après, mon regard, je le fais se balader autour, parce que souvent elle fuit sur les bords, Ouais. et après au milieu, Tu fais un peu par déduction. un peu comme une recherche ARVA en ski de Ouais. randonnée, c'est les mecs Ouais. qui font comme Ouais, ça. ouais, Là. ils font des. Eh ben, je fais un peu ça, quoi. Donc sachant que je vais prendre 2 cadres dans cette ruche pour mettre dans mes essaims, celui-là je vais le mettre de côté parce que je vais le prendre. Si tu la vois, tu me dis. Ouais. Si je la trouve avant toi, je peux changer de métier. Ah bah ça y est, Ouais. tac, Voilà. en bas du cadre. Là. Ah oui. T'as vu, elle se sauve un peu sur les bords. Oui. D'ailleurs, j'ai regardé, hop, elle est Ouais, partie de l'autre côté. elle est partie de l'autre côté. Son coquine. Par exemple, si elle n'est pas marquée, vas-y lâche. Ouais. Si elle n'est pas marquée, il faut que je l'attrape pour la marquer. Donc pour la marquer, alors celle-ci le point un peu. Pas bien bon. Je l'attrape par les ailes. Mhm. Ah. Elle est sur moi. Puis je lui mets un point de couleur sur le dos. Ouais. Hop. Tu fais quoi? C'est des crayons spéciaux? C'est du vernis comme ce que ta femme elle met. Sauf que c'est. Je sais pas si elle met du vert ta femme. Je sais pas si vous la voyez la reine. Elle est marquée en vert. Voilà. On va la remettre avec ses congénères. Ouais. Ouais, non, mais je vais prendre celui-là et puis. Il te plaît bien celui-là? Ouais, ils me plaisent tous. Faut faire un choix. Ouais, je fais des essaims avec des beaux cadres de couvain, un peu avec tous les stades un peu avec tous les stades d'avancement D'âge? Ouais, pour que quand le temps que la reine la nouvelle reine que je vais mettre dans les essaims, se fasse féconder, se mette à pondre et augmente sa ponte, il faut qu'il y ait tu vois, la démographie qui reste quand même. Ouais, un peu à tous les stades. Ouais, voilà, c'est ça. Et le dernier cadre qui est un cadre de miel comme de l'autre côté, comme ce que tu as vu. Je le rapproche là. Tu le décales aussi. Ouais. Et là, on va remettre un cadre neuf là. Mais par contre, là, c'est un peu pas une nouvelle technique que j'essaye, mais là c'est des ruches 10 cadres. Avant, on les conduisait sur 10 cadres complets. Moi, je les ai toujours conduits sur 9. J'ai des copains qui les conduisent sur 8, parce que du coup, les abeilles montent plus vite dans les hausses. Ouais. Et elles font plus de miel en haut. Ouais. Alors je fais une méthode un peu entre les deux. Un peu entre les deux. Là je vais la rabattre sur 8. Je vais lui mettre qu'une cire gaufrée. Une cire gaufrée là, on va voir ce que c'est. Et quand elle sera toute bien bâtie, pondue dedans, que je verrai que c'est bien monté, j'agrandirai et je mettrai la 9e. Okay. Alors là, une cire gaufrée, c'est ça en fait, c'est un cadre où on a plaqué une feuille de cire, tu vois, avec la forme des alvéoles. Qui sont dimensionnées pour une ponte d'ouvrière.
Oui. Donc les mâles sont plus gros, hein, c'est ce que je t'expliquais avec le cadre à mâle. Mm. Donc du coup là potentiellement la reine elle pond que des ouvrières. C'est les ouvrières qui vont butiner, donc c'est ça qui nous intéresse. C'est ce que tu recherches. Ouais. Donc je mets ça là. Mm. Et puis dans une semaine, si je vois que c'est bien construit, bien pondu dedans, je viendrai en mettre un 9e. Ah, dans une semaine, ça sera déjà bien développé. Si tu as des fleurs en abondance, que ça rentre beaucoup de nectar, en 2 jours c'est construit. Ça peut être plein. Et puis le 3e jour c'est pondu, ça va super vite des fois. Mm. Sur le pissenlit ça va vraiment très vite parce qu'il y a une abondance de nectar. Là il y en a un peu moins, ça va mettre un peu plus de temps. Ouais. Puis ça dépend de la météo. Si ça se remet à baisser en température, là ça calme et ça pinaille, quoi. Mm. Et donc là après, une fois que je suis là, je marque toujours ce que j'ai fait sur mon toit. Tu marques pas sur ta tablette, tu marques sur le toit. Il y en a une qui m'est rentrée dans le fut. Ah. Je me suis fait avoir. Donc on est, voilà, la date. Je marque ce que j'ai fait. Donc je vais enlever 2 cadres de couvain. Alors c'est des abréviations inconnues, c'est un code secret. Mm. Je vais rajouter un cadre. Donc elle est sur 8 cadres et puis c'est tout. Voilà. Et j'ai pas vu de cellules royales. Quand je vois des cellules royales, je le marque. Tu le notes aussi. Parce que la semaine d'après, je vérifie si elles m'ont refait, malgré le fait que je l'ai désengorgé. Donc on va aller prendre nos 2 cadres de couvain pour aller les mettre dans un essaim. Alors voilà, donc là j'ai mes ruchettes. Il y en a déjà une qui a, je sais pas si on le voit bien. Voilà. J'ai une où j'ai commencé à mettre des cadres de couvain. Alors j'en mets 3. En fait je prépare mes ruchettes, je mets une cire gaufrée comme tu as vu. Oui. Je mets un cadre bâti, souvent avec du miel, c'est des cadres qui me restent de l'an dernier, que j'ai conservé, pour pas avoir à trop nourrir les essaims. Okay. Parce qu'un essaim c'est pas très autonome, le temps que ça fasse sa reine. Avant d'avoir suffisamment de butineuses pour rentrer suffisamment de nourriture, des fois il faut les soutenir un peu, surtout si la météo est pas bonne. Mais bon, moi j'essaye de mettre au moins un cadre de bouffe, et ça limite quand même mon nourrissement. Et puis après je mets souvent un cadre de couvain fermé, donc ce qui était marron là, ou jaune, ça dépend. Et un cadre de couvain ouvert au milieu, donc les larves, et un cadre de couvain fermé, pour qu'il y ait justement cet échelonnement des populations. Okay, ouais. Je vais le mettre là, je le glisse délicatement là-dedans. Ça les roule, hein. Ils font un peu leur place. De la place. Pour ça, faut pas le lâcher d'un coup, parce que sinon... C'est délicat. Et il faut faire la même chose dans les... Bah tiens, mais celui là-bas, tu le cales contre la... Donc, dans l'autre sens, tiens, tu vas inverser, parce qu'en fait, tu as vu, le miel, il est à l'arrière du cadre. Donc vu que ma porte d'entrée elle est là-bas, il faut mettre le miel à l'arrière de la maison, en fait. Voilà, puis tu le colles contre n'importe lequel. Voilà. Donc celui-là, il est fini. On peut le fermer. Mais là, il y a... Là-dedans, c'est pas fini. On a mis des abeilles, des larves, tout ça. Mais il manque un truc, quoi. Ouais. Il manque quoi? Il manque la reine. Ah, il manque la reine. Donc je peux pas t'emmener voir tout ce que je fais, parce qu'en fait l'élevage de rennes ça prend 10 jours. En fait 10 jours avant que je fasse ça, il faut que j'ai fait un élevage de rennes. Tu as planifié. Donc je t'ai filmé l'élevage de rennes. Ouais. Et du coup tu vas regarder ça. Ouais, ok. Alors, t'appuies là. Là je suis sur mon rucher de fécondation. Donc les essaims que nous avons fait ensemble, je les ai apportés ici, plus tous les autres que j'ai fait durant la semaine. Et maintenant je vais t'expliquer comment je fais pour en fait faire naître des rennes dans ces essaims-là. La première étape, c'est de constituer ce qu'on appelle un starter, c'est-à-dire une petite ruche démarreuse qui va initier l'élevage de rennes. Donc en fait dans cette petite ruche, on va mettre plein d'abeilles, mais sans larves, sans rennes, sans rien du tout, pour qu'elles se sentent orphelines et que par la suite, ce qu'on leur propose, elles en élèvent des rennes, quoi. Alors d'abord, je vais rechercher la reine pour surtout pas la mettre dans le starter. Ça y est, la reine est là, sur le 2e cadre, donc je vais isoler le cadre. Je le mets de côté. Je prends 5 cadres d'abeilles que je secoue dans le starter fermé. 1. Tac, je remets la partition. Et je le referme. Je le referme. Une fois qu'il est refermé, je l'éloigne de la ruche. La deuxième étape, c'est de mettre dans cette petite ruchette là un cadre avec des cellules artificielles de rennes
dans lesquels j'aurais mis des larves d'une ruche sélectionnée. Une ruche sélectionnée qui m'intéresse grandement par ses qualités. Alors ça peut être sa productivité, ça peut être sa douceur, ça peut être sa rusticité. On peut choisir voilà, nos propres critères, quoi. Donc je prélève des larves, je les mets dans ces petites barrettes d'élevage et ensuite je les mets dans ce starter. Donc voilà, j'ai mon cadre de greffage. Je vais maintenant l'insérer dans mon starter, celui que j'ai fait ce matin, là il y a 4-5 heures de temps. Ça bourdonne bien. Ça zonzonne bien, c'est que c'est bien orphelin. Donc là, elles vont prendre les larves en charge tout de suite. La deuxième étape, c'est le lendemain. Vu que ce starter n'est pas autonome en nourriture, c'est de mettre cette barrette d'élevage dans une ruche beaucoup plus grosse, mais sans reine. Sinon, la reine va flinguer toutes les cellules royales. Pour que toutes les butineuses qui sont à l'extérieur ramènent du pollen et du nectar pour continuer cet élevage de reines. Alors la reine, je l'enlève pour que vraiment les abeilles sentent qu'il n'y a pas de reine, qu'il faut continuer à faire les reines qui ont été amorcées là-dedans. Je remets les abeilles dedans. On ne fait pas dans le détail. Qui a été pris en charge par les abeilles. Donc là, ce sont des cellules de 1 jour. Hein, ces abeilles-là ont amorcé l'élevage et maintenant, on va le mettre dans le finisseur orphelin pour finir l'élevage des cellules royales. Donc là, on a un finisseur hyper populeux pour finir l'élevage des larves. Au 3e jour, si on veut, on peut déjà introduire les cellules. Elles ont 3 jours. On pourrait les mettre dans des essaims. Mais le mieux, c'est d'attendre 10 jours pour introduire la cellule royale dans les essaims que nous avons faits qui sont là derrière. Tac. Voilà. Donc là, on a des belles morilles. Donc, ce sont des cellules de reines qui ont 10 jours. Et donc les reines vont naître dans 2 jours. Donc on va aller les introduire dans les essaims. Donc là, on a un essaim qui a été constitué la veille. J'ouvre. Et on écarte les 2 cadres de couvain du milieu. On entend bien les abeilles qui... Alors il faut avoir un assistant pour faire ça, comme vous l'avez constaté. On entend bien les abeilles qui zonzonnent dedans, là, qui bourdonnent, donc elles sont bien orphelines. Pour être sûr que la cellule royale que vous voyez là ait marché, je la secoue un petit peu. Et si ça fait la maracasse comme au Brésil, c'est que c'est bon, c'est qu'elle est bonne. Donc je peux la mettre. Je la mets comme ça. Si on va vraiment au bout du processus, on peut même contrôler les naissances, c'est-à-dire venir 3 jours après l'insertion de la cellule royale qu'on a mis dans l'essaim et de contrôler si la reine est bien née. Et donc 3 jours après l'introduction de la cellule, normalement la reine est née. Voilà. Donc là la reine est née et elle est sortie par le petit trou. Donc la reine est bien née, mais elle n'a pas été encore fécondée, donc c'est pas encore gagné. Bien, donc voilà, on a fait un essaim artificiel avec Marc. Et déjà, qu'est-ce que tu as pensé de manière générale de ton immersion rapide, hein, je dois dire, parce qu'on a du boulot tous les deux, donc on fait ça assez vite. Voilà, entre deux coups de bourre. Ouais, entre 2 coups de... Voilà, est-ce que tu as déjà une colonie d'abeilles, qu'est-ce que tu en as pensé déjà? Bah, je pensais pas que c'était si technique que ça, ouais, je pensais pas que ça fonctionnait par étage comme ça, avec différentes familles, différents stades. Voilà. J'ai pas eu plus peur que ça d'être devant les ruches. Enfin, quand tu es bien équipé, et puis aujourd'hui, c'est faisable, quoi. Oui, il fait beau, ça va. Ouais. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir autre chose que ce qu'on fait nous, quoi. Voilà. Ouais, je pensais pas que c'était si technique. C'est vrai que l'élevage, moi j'adore en faire parce que c'est une partie technique. Alors c'est des gros coups de bourre parce que là tu vois pendant 15 jours il faut faire l'élevage de rennes, enfin, les cellules royales comme tu as vu. Faut faire des essaims, les essaims c'est des grosses journées, hein. Là c'est un rucher d'une quarantaine de ruches, j'y passe la journée, je fais à peu près 20-25 essaims.
il faut les déplacer, Oui, donc puis il y a toute la où- manutention, tout ça. Mhm. Et puis oui, la difficulté, c'est comme je t'expliquais, c'est que vu que tu prépares ça 10 jours en avance, le jour où tu as tes cellules royales qui sont à maturité, il faut que tes essaims soient faits. Tu peux pas décaler là. Non. Donc s'il pleut, eh ben, bon, on arrive toujours à jouer sur un jour. Il y a des fois, j'arrive à faire les essaims, enfin, je fais les essaims la veille avant de mettre la cellule royale. Et si par exemple demain il fait pas beau, pourrais je décaler peux un essayer de petit marner un peu aujourd'hui et puis Ouais. essayer de décaler un jour après. J'arrive toujours à peu près à me dépatouiller, quoi. Tout un aspect, sans doute peut-être toi pareil avec les moutons, sur recherche d'une abeille qui me convient par rapport au biotope dans lequel je me trouve, voilà, par rapport à ma manière de travailler. Donc voilà, tout ça c'est super intéressant. Tu fais pas ça toute la saison. Non, je fais 2 sessions. Je fais une session maintenant et une session en juillet. Donc oui, pourquoi tu choisis 2 périodes pour une Alors, comme je période te au dis, mois de juillet? ouais, comme je fais de l'élevage au printemps parce que je diversifie mon activité, je vends des essaims et j'en fais en juillet pour hiverner, pour mettre en hivernage plus de colonies pour compenser Un peu tes pertes. les pertes qu'il va y avoir. Moi, ta question en gros c'est voilà, pourquoi je fais, Pourquoi tu fais tes essaims? je fais tant d'essaims, quoi. Ouais. Alors la raison numéro 1 au tout départ, c'est comme toi, je sais pas avec combien tu es parti de moutons, mais tu n'es Ouais. pas parti avec ton cheptel complet. Non, très peu au début. Ouais. Donc moi j'ai travaillé chez un copain, je lui passe le bonjour, Flo, qui pendant un an, pendant une saison, quelques jours par semaine, et au lieu de me rétribuer, il m'a payé en essaims. Donc j'ai fait mes 40 premiers essaims chez lui. Mhm. Donc je suis parti de là, et après j'ai fait moi-même mes essaims sur mes propres colonies pour développer mon cheptel. Et donc je suis passé de 40 colonies la première année à 300 au bout de 4-5 ans. Ok. Et puis vu que j'étais rentré dans ce système-là, je l'ai continué. C'était ma façon de travailler, mais au lieu de garder les essaims pour moi, donc ceux du printemps, je l'ai fait pour les faire rentrer commercialiser. de la trésorerie aussi à ce moment-là de l'année. Voilà, je travaille beaucoup avec des apiculteurs de loisirs, des apiculteurs amateurs. C'est 80% de mes clients. Mm. Développer mon cheptel, après ça a été diversification, et après il y a d'autres raisons qui sont biologiques, on va dire. Comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est que pour éviter cet essaimage naturel, et ben moi c'est une façon pour moi de juguler cet essaimage-là, de créer, d'enlever des abeilles à la ruche mère pour pas qu'elle essaime, parce que c'est un manque à gagner. Ouais. Une ruche qui essaime, chez moi, vu que les saisons sont courtes, elle va pas me faire de miel. Donc je perds une reine de qualité avec un bon paquet d'abeilles. Le temps qu'elle refasse une reine, je ne vais pas faire de miel avec cette ruche. Donc le manque à gagner, je ne sais pas si c'est une bonne année, on fait 20-30 kg de miel, bon, t'as vite calculé. Donc on essaye si vraiment les saisons sont courtes, oui, ça te fait vite une perte. C'est la troisième raison. Après il y a une autre raison, c'est que le fait d'enlever des cadres, t'enlèves du parasite. Ok. En fait, parce que comme le varroa, le parasite de l'abeille, se reproduit dans les larves d'abeilles, quand tu enlèves des cadres, en fait, tu le dissous, quoi. Tu réduis un peu la pression. Tu réduis la pression dans tes propres ruches mères au départ, tu réduis la pression. Et puis dans les essaims nouveaux que tu as créés, le temps que la reine se mettre à pondre, la pression varroa, elle baisse un peu. Les gens qui m'achètent des essaims, ils partent avec des essaims qui sont quand même propres, quoi. Ok. La dernière raison pour laquelle je fais des essaims, c'est sans doute la plus importante, c'est pour compenser les pertes qu'on a sur l'année. Moi, en perte hivernale, tu vois, cette année, une année complète en bio, un an et demi complet en bio, j'ai eu 6% de pertes cet hiver, 6-7% je crois à peu près. La moyenne nationale, elle est de 30%. Donc ici, malgré tout, on arrive, si on travaille bien, on arrive à avoir des taux de perte hivernaux qui sont, on peut arriver à les tirer en dessous de 10%, quoi. Mais il y en a pour qui c'est pas le cas. Et moi, quand je fais donc les essaims de printemps, plus ceux que je fais au mois de juillet, je fais à peu près 250 essaims. Entre ceux qui ont bien marché, etc., ceux que je vends, moi, il m'en faut à peu près 60 pour moi. Ouais. Donc à peu près couvrir tes pertes. Ouais, à peu près 30% sur une année complète, hein, oui. 30% de mon cheptel. Parce qu'il n'y a pas que les pertes hivernales, il y a aussi en saison. Et nous, ces pertes-là, elles sont multifactorielles. Alors ça arrange bien tout le monde de dire qu'elles sont multifactorielles parce qu'on ne désigne pas un coupable bien nommé. Nous, le problème numéro 1, c'est le varroa. Voilà, on va être clair dessus, hein. Moi, en Haute-Savoie, ici, c'est pas les pesticides. Mon problème numéro 1, c'est le varroa. Et
puis après, on a toutes ces pertes voilà, sous-jacentes enfin, c'est pas qu'on ne savait pas trop expliquer, mais il y a le manque de diversité florale qui joue. Chez nous, ça va pas trop mal, même s'il y a des moments où il y a des creux. Ça baisse. Il y a donc les maladies, les virus, et ça, en fait, tout s'imbrique ensemble, quoi. C'est-à-dire que quand tu as une baisse de diversité florale, c'est-à-dire, par exemple, toi, si tu fais manger que des pâtes, à un moment donné, tu vas avoir des manques, quoi, en quoi que ce soit, quoi, en plein de choses différentes. Du coup, tu vas être plus sensible aux maladies, aux virus. Ouais. Et Voilà. c'est là que tu vas te faire... On a aussi des baisses de fécondité des reines, des baisses de fécondité des mâles, qui font des reines mal fécondées. Et forcément, les pesticides, ça a un impact là-dessus. Alors, moi ça va, mais j'ai des collègues qui morflent vraiment dans d'autres régions de France. Donc tout ça ensemble fait qu'on a des colonies qui s'affaiblissent, des colonies puis des reines qui vieillissent beaucoup plus vite. Donc pour compenser ces pertes-là, on est obligé d'élever en permanence, quoi. Je ne sais pas si un éleveur autre en vache, en mouton, accepterait de perdre 30% de son cheptel par an. Je sais pas, toi, t'en es... Non, on avait des pertes aussi, mais on n'est jamais à 30% non plus. C'est souvent au moment des agnelages, des choses comme ça. Mais 30% de pertes tous les ans, ça serait énorme. Ouais. Ça serait énorme. Donc, moi, je voulais te parler un peu des pesticides, mais je sais que je vais pas au carton avec toi. Parce que c'est aussi pour ça que j'ai choisi Marc. C'est parce que Marc, il a une approche, c'est que tu vas passer en bio. Oui. Voilà. Et donc, si tu veux bien, je voudrais voilà, pour développer autour de ça, de pourquoi tu veux te passer des pesticides. Alors moi, je t'en suis immensément reconnaissant. Voilà, comment tu comptes par la suite mener ta ferme, tes cultures, ton troupeau en passant en bio, quoi. Donc si tu veux bien, je te laisserai un peu plus la parole là-dessus. On ira voir sur une parcelle, ouais, sur une parcelle ou même à la bergerie. Voilà, comment tu vas gérer pour tes moutons, comment tu vas gérer pour tes cultures, etc., quoi. Ça te va ? C'est un nouveau défi pour nous, mais ouais, c'est intéressant de le relever aussi. J'essaierai de t'expliquer ce que je sais, parce que je sais encore pas tout. Je crois que ça viendra. On saura jamais tout, mais ouais. On se retrouve un de ces jours chez toi ? Pas de problème. Merci d'être venu en tout cas. De rien, Julien. Allez, à plus. À plus. Bon voilà, nous voici de retour avec Marc, presque 1 mois et demi, 2 mois après le tournage sur les ruches. On avait un petit peu de travail. Tous les deux, oui. Ouais, donc, on a choisi une petite fenêtre météo bien sympathique pour pouvoir tourner la fin de cet épisode. Donc voilà, donc on va essayer de se remémorer un peu les choses qu'on a vues ensemble. Déjà, je voulais te demander, puisque quand tu es venu, j'avais pas eu mon histoire d'intox encore sur les ruches. Oui. Donc je t'ai montré les images, les abeilles qui agonisaient devant les ruches, les hausses vides. Voilà, je voulais savoir si ça t'avait ému. Ému, oui, du moment qu'on est éleveur, que ce soit de ruminants ou d'abeilles, de toute façon, de voir du vivant mort, ça nous choque un peu, ouais. Après, un peu beaucoup même. Après, sur les raisons et tout ça, c'est vrai que ça questionne aussi, quoi. Alors moi, les raisons, là, sur ce rucher-là, je les connais. C'est un rucher qui est proche d'une zone d'arboriculture. D'habitude, je le laisse pas. Et là, cette année, j'étais un peu coincé. J'avais un rucher qui s'était supprimé. Le propriétaire n'a pas pu me le prêter, donc j'ai pas pu y aller. Donc je suis resté là un moment. Et puis j'ai subi de plein fouet la période des traitements sur les fruitiers. Bon, après, j'ai pu les enlever assez rapidement. Donc elles se sont refait une santé et puis elles ont bien profité sur la mielée d'acacia, elles ont fait du miel aussi, donc elles ont repris du poil de la bête, mais bon. La perte est quand même là, quoi. Il y a quand même une perte, quoi. Il n'y a pas fait de miel de printemps par exemple. Voilà. Et puis ce qu'il y a, c'est que je voulais rebondir là-dessus, c'est que le but de l'épisode, c'était de t'expliquer que pourquoi on faisait beaucoup d'élevage, parce qu'on avait des pertes dues en partie aux pesticides, à d'autres choses aussi, le varroa, le manque de diversité florale, et que nous on faisait de l'élevage pour compenser ces pertes-là. Sinon on en ferait beaucoup moins, ça c'est une évidence. Mais par contre il y a un truc, c'est que toute la biodiversité sauvage, des pollinisateurs sauvages, quand ils prennent de plein fouet des intox comme ça, eux, derrière, il n'y a personne
pour les aider. Personne pour élever du papillon, personne pour élever du bourdon, personne pour élever de l'abeille solitaire, etc. etc. Et que aujourd'hui, si on a 80% des insectes qui se sont effondrés depuis 30 ans, les causes, on les connaît, c'est la perte de l'habitat. Donc on a parlé des haies et des pissenlits par exemple avec Guillaume. Ouais. Donc perte de l'habitat, et puis après, en deux, on a les pollutions diverses et les pesticides en font grandement partie, quoi. Voilà. Je sais pas si t'as un... Bah, c'est vrai que cette perte de biodiversité, on n'en parle pas, c'est toujours pareil. Là, enfin, je veux dire, on n'en parle pas, on en pense moins les conséquences. C'est Ouais, par c'est là que ça. je veux dire. Je veux dire, on filme des abeilles mortes au pied d'un rucher, on va peut-être filmer, je sais pas, des animaux intoxiqués par autre chose, mais c'est vrai que cette perte, elle se fait un peu de façon plus sinueuse. Voilà, c'est dans ce Ouais, sens-là c'est que ça. je veux le dire. En fait, nous apiculteurs, on n'est que le reflet de ce qui se passe Voilà. au niveau À échelle plus grande. de la biodiversité des insectes, quoi. Moi, je parle de ce sujet-là. Et nous, on nous a clairement dit, hein, des fois, les apiculteurs, hein, vous nous faites chier. Voilà, Oui, c'est un petit phénomène. et on pèse rien dans la balance de l'agriculture. Enfin, on pèse rien. On pèse rien en... Parce que moi, si demain je peux pas continuer à vivre de mon métier et pas produire du miel, bah vous mangerez pas de miel, vous mangerez de la confiture. Moi j'irai faire, pour faire de la confiture, j'irai faire des petits fruits, j'irai faire du maraîchage, je sais pas. Mais voilà, c'est tout cet ensemble-là, quand ça va vraiment se casser la figure, là, Il va y avoir des conséquences. on va moins rigoler. Voilà. Et du coup, donc avec ton épouse, vous êtes en année de conversion en bio. Ouais, depuis 15 T'es mai. en conversion, ça fait un peu religieux, mais C'est le c'est terme employé. légal, ouais. Voilà. Mais du coup, si tu es en conversion, c'est qu'avant tu étais en conventionnel. Oui. Et déjà, petit 1, pourquoi tu étais en conventionnel? Parce que tu as appris comme ça s'est fait naturellement comme ça au début? Ben, moi, c'était une ferme que j'avais repris donc derrière mon papa, ouais, moi qui travaillais en conventionnel. Alors, lui, à l'époque, le conventionnel, c'était dans les années 50-60, c'était sûrement avec beaucoup moins de chimie, mais par le fait de la vulgarisation de ses études à l'époque et tout ça, ben, petit à petit, ils se sont mis à prendre cette chimie, quoi, de par les engrais. Ce qu'on appelle la révolution verte, en fait. Ouais, voilà, ouais, c'est qu'on leur demandait de produire. Il y a eu une mécanisation et tout ça faisait que fallait aller dans ce sens-là, quoi. Donc toi, tu as pris la suite parce que c'était une évidence. Oui, Voilà. et aussi du fait de mes études, parce que à l'époque, que ce soit au lycée ou même en BTS, on faisait des plans de développement, on calculait des rendements, on faisait des choses comme ça. Bon, à l'époque, on commençait à avoir un peu, on avait quelques modules spécifiques sur du bio ou de la production directe, mais c'était quand même un système où on ne nous expliquait pas qu'il fallait être plus autonome et avec moins de chimie ou sans chimie. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans l'enseignement agricole, ça a changé, cet enseignement-là? Je sais pas, ils sont un peu plus éclairés là-dessus, ouais. J'en parlais avec mes stagiaires. Mais je pense que non, c'est encore le produire et les chiffres qui dictent l'agriculture, quoi. Et puis l'atmosphère autour de l'agriculteur. Ah ouais, les techniciens, voilà, tout le para-agricole. Sont des vendeurs, hein, ouais, voilà, les commerciaux. Donc tout ça fait... voilà, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi on était en conventionnel. Et du coup, on est passé en bio. Et quel a été le cheminement? Quelles ont été les questions? Quelles ont été en fait les raisons de votre passage en bio? Moi, la raison vraiment principale que je dirais pour le passage en bio, c'est que j'avais vraiment plus envie de manipuler ces produits. Donc d'abord pour ta propre santé. Ouais. Moi, et puis je suppose celle de ta famille, ouais, tes voilà, enfants. Ouais. Ça, c'est vrai que c'était une chose que... On n'est pas des grandes régions céréalières, on fait pas énormément de céréales et souvent, ce qu'on fait, on n'est peut-être pas trop bien équipé, on le fait souvent après notre travail sur l'élevage, faut aller vite et on le faisait déjà pas vraiment dans de bonnes conditions. Je sais pas si on peut le faire dans de bonnes conditions, d'appliquer des produits. Mais ouais, je me rappelle, j'ai des souvenirs que je revenais des fois le soir d'avoir traité du maïs où t'as mal à la tête jusqu'au lendemain matin, quoi. Des choses comme ça, au bout d'un moment, ça te questionne quand même, quoi. Donc tu t'es dit, vous vous êtes dit,
Déjà, si c'est mauvais pour moi, Oui, voilà. c'est forcément pas très bon pour les autres. Ouais, aussi pour le consommateur, ouais, le fait aussi de s'être mis à vendre pas mal en vente directe. Ça nous a posé question du produit final du coup qu'on donnait de notre main aux clients, quoi. Et puis aussi les questionnements des clients qu'on a de plus en plus, quoi, sur les pratiques qu'on a, sur ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. À l'époque, il y avait un peu aussi ce débat sur le glyphosate, ouais, qui nous avait questionné aussi, quoi. On en utilisait, tout le monde nous disait que c'était sans danger, puis bon, on s'est dit est-ce qu'on peut faire sans, quoi. Puis après, en cherchant, on commence à mettre en place d'autres choses pour. Il y en a qui font 100 et puis depuis Oui, longtemps. oui, voilà. Ouais. Et d'accord. Donc la raison pour des raisons de santé déjà personnelles, familiales, et les consommateurs. et le consommateur. Donc tu sens quand même qu'il y a une pression. Enfin, c'est pas un mot négatif, une attente des consommateurs pour de plus en plus de. Ouais. Mais moi, je voulais pas le vivre comme une pression. Moi, j'ai jamais voulu passer sur du bio je voulais pas que ce soit quelqu'un qui vienne me le dire. Et je trouve que c'est mieux d'y aller. Voilà. Après, chacun a son rythme. Convaincu, ouais. Et je veux aussi profiter de cette vidéo pour dire que je veux pas non plus stigmatiser les collègues qui sont encore en conventionnel parce que. Après, ils sont pris dans un système aussi. Ouais. Je sais que le cheminement est pas le même d'une personne à l'autre, d'une ferme à l'autre. Il y en a qui changent pour plusieurs raisons. Toi, pour des convictions personnelles, de santé, etc. Il y en a d'autres qui y passent pour des raisons économiques, mais généralement, enfin, c'est pas les plus nombreux et c'est pas forcément ceux qui réussissent le mieux. Après, est-ce que... Et puis je pense qu'il y en a une partie qui peut à l'heure actuelle encore pas se défaire d'un système intensif où ils sont carrément pris dedans, quoi. Économiquement, ils ont un système qui les oblige à continuer comme ça. Et ils ont développé une ferme où tu peux pas. Je veux dire, quand tu arrives à des tailles de surface, à des tailles de troupeaux, pour revenir en arrière et repasser en bio, il faudrait casser la ferme en 2 ou en 3, quoi, et remettre 3 paysans. Ah oui, bah ça... Voilà, quoi. Moi je suis convaincu de ça. Par contre, on en revient à quelque chose d'essentiel, c'est l'argent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'aide de l'État, de l'Europe pour changer le système et aider justement ces agriculteurs-là qui aujourd'hui sont menottés comme ça par leur système de production, leur système commercial, qui ne peuvent pas faire autrement, enfin peut-être qu'ils voudraient bien mais qui ne voient pas le... Il y en a beaucoup qui disent il nous faudrait 2-3 ans pour arriver à maîtriser les nouveaux systèmes de culture, aidez-nous pour... on va avoir des baisses de rendement, des baisses de... Exactement. Voilà, donc il faut nous filer un coup de main. Donc c'est en ça que la PAC par exemple doit se réorienter aussi. Est-ce que dans ta réflexion par contre de passer en bio, donc plus personnel puis pour le consommateur, tu n'as jamais eu ce questionnement sur la biodiversité par exemple? C'est pas quelque chose qui te venait à l'esprit, je te jette pas la pierre. Non, hein. non, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose nous en élevage, c'est pas quelque chose à laquelle on pense. On y fait attention à la biodiversité, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'est venu d'une manière. Après les systèmes comme le tien et comme celui de Guillaume qu'on a vu avant, ce sont pas les plus néfastes, on va dire. Là on a une parcelle qui est derrière toi qui est en orge, c'est ça? Ouais. Bon, t'es pas un grand céréalier. Non. Vous avez des systèmes agricoles qui sont quand même... on est dans un territoire où on a des arbres derrière, on a quand même un peu de la haie, on a de la forêt, de la biodiversité il y en a encore. Mais il y a d'autres endroits de France où quand on a à perte de vue que de la céréale, des monocultures. la monoculture c'est zéro quoi, pour... Là, la biodiversité doit sûrement plus souffrir. Oui. Et du coup, tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça va impliquer comme changement de stratégie, de fonctionnement, de rotation, alors pas en 100 ans parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Je pense que c'est un sujet super intéressant dont on pourrait... Oui, bien sûr. Parce que du coup, on dit souvent que le passage en bio, il y a aussi une recherche, la philosophie, c'est une recherche d'autonomie. C'est exactement ce que j'allais te dire. Voilà, nous, la base du truc, à mon avis, pour réussir, ça va être l'autonomie.
c'est un peu lié aussi à la conversion, c'est que, je veux dire, faire on va dire un bio de type hors sol, ça nous intéressait pas, quoi. Je veux dire, si on doit acheter toutes nos céréales bio à l'extérieur, du complément azoté, des fourrages en bio, pour moi ça aurait pas de sens. Ouais, Peut-être que ça tiendrait économiquement, hein, mais ça aurait pas de sens. Ouais, t'aurais pas une ferme qui serait résiliente dans le sens où si un jour tu as les prix qui explosent sur tes céréales, Voilà, bah, tu t'achètes, tout, et ben, ouais. Faudrait pas retomber dans le système d'avant. voilà, Ouais, c'est ça un peu. même s'il est bio. Ouais, même s'il est bio, ouais, voilà. Parce D'accord. qu'il y a aussi, dans tout ce développement du bio, il y a aussi des gens qui ont bien compris que voilà, qu'il y avait un billet à se faire, des sociétés du conventionnel qui se reconvertissent là-dedans et qui veulent reproduire exactement le même schéma que dans le conventionnel, quoi. Le premier effet, nous, de la conversion, c'est qu'on a quand même moins de monde qui gravite autour de nous, quoi. Voilà, l'autonomie, on téléphone moins des gens pour des produits, pour des solutions. On essaye de se débrouiller de nous-mêmes, quoi. On retourne un peu se former, on discute plus avec des collègues qui sont passés depuis quelques années. Il y a ça aussi dans le bio, il y a cet échange-là, ouais. il y a les agriculteurs qui sont déjà convertis depuis un moment ne sont pas avares de donner leurs conseils, leurs astuces, et ça c'est tout ce côté social aussi du bio est intéressant. On se sent moins renfermé sur notre ferme. Il y a plus de collaboration plus d'échanges de collaboration que tu n'avais pas forcément en conventionnel avec ton technicien qui passe et puis qui te dit ce qu'il faut faire. Ouais. Et puis le fait d'avoir aussi chercher le volume et tout, même si c'est pas dit, tu vois, les agriculteurs, t'es toujours un peu à te regarder, à dire dis donc, lui il a du blé qui est bien noir, du maïs qui est bien haut et tout. Bah alors ton orge derrière, ils vont dire elle est dégueulasse. Ouais, voilà, ouais, c'est clair et net que. Mais il y a aussi ce côté-là du regard des autres, hein, qui pèse sur l'agriculture. Après, en étant en bio, t'es un peu délesté de ça, quoi. Voilà. Parce que les gens avec qui tu discutes, ils comprennent que tu as un système global et que tout n'est pas parfait et qu'il faut accepter d'avoir des céréales un peu sales, des animaux un peu moins productifs. Voilà, Mais le but dans tout ça, global, quoi. le but dans tout ça, c'est aussi que toi et ta famille, vous arriviez à en vivre. Oui. Donc la finalité, si tu arrives à en vivre et que ton orge elle est dégueulasse derrière, Il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de souci. donc du coup, on en avait discuté un peu en aparté, plus d'herbe, tu disais. Plus d'herbe, ouais. Plus d'herbe. Pour donc autonomie en céréales, Oui. c'était le cas ou c'était déjà... C'était le cas en céréales, mais on faisait de la céréale qu'on vendait en conventionnel pour la coopérative. Et ça, aujourd'hui, on va l'arrêter parce que Ça rapporte rien. bah, ça rapporte rien quand tu avais payé l'engrais, le désherbant, les fongicides. Donc Voilà. là, tu vendras plus à la coopérative, D'excédent, ouais. mais tout ce que tu fais, tu le garderas Pour moi. toi. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas... Et au niveau protéines, du coup, Ça va être le démarrage, essayer de faire un peu de soja, quoi, qui est une culture finalement qui peut se faire sur nos territoires. Oui. Qui est une culture de printemps, donc qui est intéressante à casser un peu avec les cultures d'automne, voilà, dans un cycle de rotation. Une culture qui a pas besoin d'azote aussi, ce qui est intéressant par rapport au maïs, où on a quand même besoin de fumier ou de choses comme ça. Donc ça va être à réfléchir je pense pour la saison prochaine, à essayer d'implanter cette culture et de pouvoir la faire consommer en brut aux animaux. Du coup, pour ton changement, là, tu as investi dans je pense par exemple, tout ce qui est des herbages, tu as investi dans une hercellerie, non? Ouais, j'ai eu la chance de rentrer dans un groupe qui avait déjà, qui possédait déjà une machine, donc j'ai pu rentrer dans ce groupe-là et rentrer à moindre frais. Cette année, j'ai acheté un déchaumeur un peu spécifique là, pour pouvoir faire du déchaumage superficiel. Je voulais pas d'un outil qui travaille trop le sol. C'est une machine qui arrive à déchaumer peu profond l'été. D'accord. Et Bah, justement, parlons-en du travail du sol, puisqu'il y a un débat aujourd'hui sur le labour.
Il y a pas mal d'agriculteurs qui se mettent à faire par exemple du semi-direct, mais qui utilisent encore beaucoup de glyphosate du coup, qui n'arrivent Voilà. pas. Mm. On dit que le Graal, ça serait de faire du semi, Ouais. direct ou sous couvert sans produit en bio quoi. Ouais, voilà. Bon, on essaye d'aller vers ça, mais c'est Mm. très très difficile aujourd'hui. Donc toi tu vas garder toi t'en fais un peu du semi-direct par exemple. On essaye d'en faire, mais c'est vrai que le semi-direct, suivant les années, Ouais. il est guidé par rapport à la météo. Hein. C'est-à-dire, on va y avoir des années où ça va être très facile d'en faire, et Ouais. si la météo est propice. Toi la charrue elle va pas rouiller. Non, parce qu'avec des systèmes prairies, je trouve compliqué de pouvoir arrêter une prairie et d'avoir une parcelle propre derrière sans labourer. Mais même au niveau du labour, aujourd'hui ça a beaucoup évolué. Nous on n'est pas équipés, mais aujourd'hui on a des charrues qui peuvent labourer beaucoup moins profond. Ah ouais, Voilà. ce qu'on appelle un labour agronomique. Ouais, quoi, à 18 15-18, 15-18. aujourd'hui il y a des machines qui travaillent beaucoup plus bas. Ce sera peut-être un investissement dans les années à venir. On n'a plus besoin de brasser 25 cm de. Ouais. Puis bon, après un peu plus de tracteurs, ça passera aussi par un peu plus de main d'œuvre, peut-être pour enlever des mauvaises herbes à certaines périodes. Voilà, c'est pas gênant, hein. J'ai commencé à en faire un peu. Quand on le fait petit à petit, qu'on n'en fait pas des journées entières, c'est pas insurmontable. C'est pas désagréable non plus. Donc tu es plutôt optimiste dans votre changement. Oui, parce que ça faisait déjà quelques années qu'on avait un peu levé le pied sur la chimie, quoi. Donc voilà, c'est pas un passage brutal. C'est pas brutal. Non. Et voilà, donc on continue. Après maintenant que la conversion est officielle, et on n'a plus la roue de secours, quoi, disons, par rapport à avant où on le faisait. Donc maintenant, il va falloir accepter une part d'échec, hein. C'est ce que j'ai un peu compris aussi. Hein. Voilà, on ne fera jamais du. Mais l'échec c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Non, on en retrouve toujours quelque chose. Voilà, c'est un apprentissage, donc c'est très bien. Mm. Bon, mais en tout cas, je te remercie d'être venu avec moi sur les abeilles. Mm. Je t'ai pas fait piquer, c'est bien dommage. Ouais. Parce que faut que vous arriviez à vous mettre un peu à notre place sur. Parce que. Mais et puis merci de nous avoir reçus ici, sur ta parcelle d'orge bien dégueulasse. Voilà. Hein. Au moins, que moi je trouve très très belle. Ouais, exactement. Voilà, bon là les coquelicots sont un peu L'autre jour avec le soleil, sont en train de il y en tirer avait la gueule, mais voilà. Et puis juste pour conclure, j'ai une autre vidéo de prévue avec une femme normalement, ça va changer, il y hein, en a parce que marre les mecs, des il y a un peu ras-le-bol. Par contre, je vous promets pas de la faire cette année, on verra, on est quand même bien farci de travail. Si c'est cette année, vous serez content, si c'est l'année prochaine, vous serez content aussi, mais vous attendrez un peu plus. Voilà, allez, merci, à plus dans ma ruche. Salut.